Les diatomées, aussi appelées Bacillari officinae, sont les microalgues les plus abondantes dans le plancton, où elles peuvent représenter plus de 90% du phytoplancton selon la saison, ce qui leur permet d'être à la base des chaînes alimentaires océaniques. Cette animation de la NASA montre l'évolution sur une année de la concentration en chlorophylle, donc indirectement en diatomées, qui profite de l'augmentation de l'ensoleillement et de la température de l'eau au printemps et en été, ainsi que de la richesse en sels minéraux dissous, pour se multiplier dans l'océan Atlantique Nord. Les diatomées sont les premières microalgues à apparaître lors des blooms, grâce à leur capacité à assimiler les éléments chimiques, notamment le carbone par photosynthèse et le silicium pour la synthèse de leurs frustules, à stocker des nutriments dans leurs vacuoles et à réaliser la photosynthèse sous de faibles intensités lumineuses, ce qui leur permet d'avoir un taux de croissance très élevé. Ce groupe phytoplanctonique clé, apparu au Permo-Trias vers 250 millions d'années, s'est diversifié et compte aujourd'hui plus de 100 000 espèces présentes dans tous les océans de la planète, de l'équateur au pôle, et même sous la banquise où elles absorbent le moindre photon. Comment expliquer le succès écologique des diatomées sur les autres microalgues du phytoplancton, comme les dinoflagellés et les chlorophycées? Les diatomées sont toutes construites sur la même base. Une microalgue chlorophyllienne unicellulaire avec son noyau, sa vacuole, ses chloroplastes et ses autres organites, dans un exosquelette siliceux bivalve, le frustule, véritable cage en verre perforée, aux ornementations excentriques que Charles Darwin admirait et que Ernst Haeckel a dessiné dans une monographie dédiée. Les deux valves ou thèques du frustule, l'épithèque supérieure et l'épithèque inférieure, de tailles différentes, s'emboîtent l'une dans l'autre à la manière d'une boîte de fromage, fermée par le cingulum équatorial. La taille de la cellule varie selon les espèces de 20 à 200 micromètres. Elles peuvent être solitaires ou associées en colonies de différentes formes, en zigzag, ruban, étoile ou en chaîne. En variant la mise au point au microscope optique en vue valvaire sur cette diatomée centrique du genre Coscinodiscus, on peut se rendre compte de l'épaisseur de la cellule qui se trouve enfermée dans le frustule transparent dont on voit sur les faces inférieures et supérieures de la thèque environ 2500 trous appelés aréoles qui permettent à la cellule de communiquer avec l'eau de mer. Dans le cytosol, de nombreux chloroplastes granulaires verts d'environ 10 micromètres visibles par transparence sous le frustule, se concentrent sous la membrane où ils semblent distribués périodiquement, ce qui optimise l'absorption de la lumière et la photosynthèse. La vue singulaire de ces deux cellules de Coscinodiscus à 90 degrés de la vue valvaire précédente montre bien la transparence du frustule et confirme que les chloroplastes ont effectivement distribué périodiquement, formant un damier vert à quelques micromètres sous la membrane cytoplasmique. Le frustule, synthétisé par la cellule, lui donne sa forme, la protège des prédateurs et ses pores possèdent des propriétés optiques photoniques tout en permettant les échanges avec l'eau de mer. Certaines diatomées, excentriques comme Chaetoceros, possèdent de longues soies dans lesquelles se glissent les chloroplastes, ce qui d'une part augmente le rapport surface-volume de la cellule et donc leur flottaison, proches de la surface, et d'autre part, augmentent leur surface d'échange, donc l'absorption de lumière, et les échanges gazeux de la photosynthèse, et finalement, l'incorporation du CO2 dans la matière organique. L'architecture des frustules, leur nanoporosité, leurs ornementations excentriques et leurs prolongements sont spécifiques et déterminés génétiquement. On distingue, en fonction de la symétrie de la cellule, deux ordres de diatomées, les centriques et les pénales, visibles vivantes en couleur au microscope optique au grossissement 400, et leurs frustules, seules, visibles en noir et blanc avec relief au microscope électronique à balayage au grossissement 800. La plus faible résolution du MEB entre 0,4 et 20 nanomètres contre 0,2 micromètres pour le microscope optique permet de voir en absence de la matière organique hydrolysée les détails de leurs frustules, notamment les aréoles et les stries, dont on peut mesurer précisément au nanomètre près les dimensions. Les diatomées centriques, essentiellement marines, comme Coscinodiscus à symétrie radiale, ont un frustule circulaire qui possède des aréoles externes rayonnantes
et sont immobiles. Par contre, les diatomées pénales, essentiellement d'eau douce, à symétrie bilatérale comme les navicules, ont un frustule allongé qui présente des perforations striées disposées autour d'un plan de symétrie bilatérale. Certaines diatomées pénales possèdent entre les deux valves une gouttière longitudinale, le raphé, qui permet une communication avec le milieu extérieur et l'excrétion de mucilage responsable de leur locomotion. C'est une navicule bleue appelée Aeslea ostrearia qui donne la couleur bleu-vert aux huîtres fines de clair de Marraine d'Oléron qui s'en nourrissent par filtration de l'eau et qui concentrent la marénine, pigment bleu, dans leurs organes. Alors que les maîtres verriers fabriquent le verre en chauffant le dioxyde de silicium ou silice SiO2 des grains de quartz et cela à plus de 1000 degrés, les diatomées, elles, sont capables, en 1 heure, à température ambiante et à partir de la faible concentration en silicium de l'eau de mer, de synthétiser par chimie douce de la silice biogénique SiO2, puis de l'utiliser pour construire leurs frustules transparents et nanoporeux. Elles assimilent le silicium dissous dans l'eau de mer sous forme d'ion silicique, SiO4-, issu de l'altération chimique par hydrolyse des minéraux silicatés et lessivés par les sols. La silice biogénique est synthétisée par condensation de l'acide salicylique en SiO2 dans les vésicules appelées SDV pour Silicate Deposition Vesicle, selon l'équation SiOH4 donne SiO2 plus 2H2O. Le dioxyde de silicium polymérise ensuite et forme un réseau amorphe non cristallin et hydraté de SiO2 qui a la composition et la transparence du verre. La silice est ensuite sécrétée à l'extérieur de la cellule sous forme de nanobilles, puis assemblée grâce à des protéines pour former le frustule transparent dont la nanoporosité est hiérarchisée en 3D avec plusieurs couches trouées d'aréoles superposées, comme on peut le voir sur ces micrographies OMEB du frustule de Cocinodiscus radiatus, au grossissement 800 puis 12 000, généreusement transmises par le professeur Serge Berthier et extraites de la thèse d'Ali McShake de l'Institut des nanosciences de Paris. On se rend compte de l'architecture complexe du frustule, constituée de 3 couches de silice présentant une structure poreuse hiérarchique, s'étendant du micromètre au nanomètre. Le diamètre des trous diminue de l'extérieur vers l'intérieur d'environ 1200 nanomètres à 100 nanomètres, voire jusqu'à 10 nanomètres. Le frustule présente des réseaux de pores de périodicité importante, dont les dimensions caractéristiques, taille des pores, pas du réseau, sont de l'ordre de grandeur des ondes lumineuses. Enfin, un biofilm organique externe protège la silice du frustule de sa dissolution et de son hydrolyse en acide silicique, notamment par les bactéries. Cette structure nanoporeuse confère au frustule ses propriétés optiques de transparence et de convergence de la lumière, tout en permettant à la cellule d'absorber des nutriments et d'échanger des gaz avec son milieu. Comment expliquer la distribution périodique des chloroplastes sous la membrane que nous avons observée chez Cocinodiscus au microscope optique et quel avantage adaptatif retire les diatomées de la porosité de son frustule? La structure nanoporeuse du frustule diatomée, bien visible au microscope électronique, ressemble à celle d'un réseau optique de fentes ou de trous périodiques, bien connu des physiciens, qui diffractent les ondes lumineuses issues de chaque fente et les font converger par interférence sur des plages lumineuses périodiquement espacées. D'un point de vue physique, le phénomène d'interférence se produit lorsque plusieurs ondes de même nature, de même longueur d'onde et de même fréquence se superposent, comme on peut le voir avec le rayonnement rouge de ce laser qui traverse un réseau composé de milliers de trous carrés en le diffractant, puis dont les rayonnements interfèrent sur l'écran, formant un damier de taches lumineuses par interférence constructrice et sombre par interférence destructrice. L'intensité de leur interférence est la somme des intensités individuelles des ondes et peut donc être maximale si elles sont en phase avec des interférences constructives ou minimale si elles sont en opposition de phase avec des interférences destructrices. Cet effet de concentration de la lumière, transmise sur l'axe de la diatomée à quelques dizaines de micromètres derrière le frustule, a été mis en évidence par Ali McShake dans sa thèse sur l'étude des propriétés photoniques de diatomées
et explique la disposition périodique des chloroplastes de Cocinodiscus que nous avons observés au microscope optique. Les chloroplastes des diatomées Cocinodiscus, attirés par phototropisme positif, se concentrent au niveau des tâches d'interférence constructive pour y réaliser la photosynthèse, et cela même sous une faible insolation. Le moindre photon est amplifié et exploité. Finalement, les diatomées non seulement maîtrisent la biosynthèse du verre par chimie douce, mais en plus, avec la nanoporosité en réseau de ce verre, maîtrisent la lumière par photonique. Le frustule a donc les propriétés optiques d'un cristal photonique qui augmente l'absorption de la lumière, donc l'intensité de la photosynthèse, tout en permettant, à travers ses nanopores, l'absorption de nutriments minéraux et les échanges gazeux avec l'eau de mer. Par ailleurs, le frustule filtre les ultraviolets mutagènes nocifs pour les cellules qui vivent près de la surface. Enfin, la structure siliceuse associée à la matière organique du frustule semble concentrer le dioxyde de carbone autour de la membrane, ce qui améliorerait sa fixation par le cycle de Calvin. Les diatomées sont des cellules chlorophylliennes photoautotrophes qui, avec leur frustule transparent et ses propriétés photoniques, sont des cellules augmentées au niveau structural et au niveau fonctionnel. Cette innovation architecturale en verre nanoporeux, issue de mutations géniques, a donné aux diatomées, cellules chlorophylliennes et photoniques, un avantage adaptatif sélectionné par l'évolution depuis environ 250 millions d'années et qui explique leur succès écologique puisqu'elles dominent dans le phytoplancton et colonisent tous les milieux aqueux, même les régions polaires où elles pullulent en été. Les diatomées sont les microalgues les plus abondantes du plancton puisqu'elles peuvent représenter, selon les saisons, plus de 90% du phytoplancton. Leur photosynthèse produit la biomasse organique à la base des chaînes alimentaires océaniques, émet 25% du dioxygène et absorbe environ 30% du dioxyde de carbone de l'atmosphère, loin devant les forêts, et participe ainsi, comme puits de carbone, à la lutte contre le réchauffement climatique. Les diatomées, comme toutes les microalgues du phytoplancton, sont sensibles aux conditions de leur milieu de vie et notamment aux variations de concentration en éléments nutritifs dans l'eau, nitrates et phosphates provenant des engrais, mais surtout herbicides épandus par l'agro-industrie sur les sols qui ruissellent vers l'océan et les tuent. Or, on observe depuis plusieurs années une baisse inquiétante de leur biomasse et de leur biodiversité, avec des conséquences dramatiques en cascade sur les chaînes alimentaires océaniques. Ainsi, si les diatomées meurent, l'océan meurt, et si l'océan meurt, nous mourrons aussi.